Donc, merci à tous d'être venus aussi nombreux. Donc, je vais commencer la présentation des personnes ici présentes. Donc, sur ma gauche, Monsieur Jean-Christophe Dumont. Donc, vous êtes détenteur d'un doctorat en économie du développement à l'Université Paris 9 Dauphine. Vous dirigez actuellement la division des migrations internationales à la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE depuis 2010. Vous avez rejoint le secrétariat de l'OCDE en 2000 pour travailler sur les migrations internationales. Vous dirigez la publication annuelle de l'OCDE sur les perspectives des migrations internationales, ainsi que de nombreuses publications sur l'impact économique des migrations internationales, la gestion des flux migratoires et l'intégration des immigrés et de leurs enfants dans les pays de l'OCDE. Vous avez également travaillé sur les liens entre migration et développement et la mobilité internationale des personnels de santé. Alors, ensuite, Monsieur Morel, donc sur la droite de l'autre modérateur. Donc, vous avez suivi une formation de droit à l'Université Paris 2. Vous avez occupé différents postes en tant que directeur. Donc, vous l'avez été à la mutuelle, alors je ne sais pas si je prononce bien, Mosen. Merci. Donc, entre 2000 et décembre 2003, vous avez été directeur à Interlogement 93. Puis, entre janvier 2004 et juin 2011, vous avez été directeur général chez GIP Habitat. Et enfin, depuis juin 2011, vous êtes directeur général à Emmaüs Solidarité. Et enfin, donc, je vais laisser la parole à Monsieur Yann Mince pour se présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis rédacteur en chef international du magazine Alternative économique, que je suppose certains d'entre vous connaissent. Comme nous avons un peu plus d'une heure, je propose que pendant la première moitié, une demi-heure un peu plus, nous fassions effectivement avec les intervenants un tour d'horizon de 2 ou 3 questions essentielles, et puis qu'ensuite on puisse avoir que vous puissiez avoir un échange avec eux. La première question que je vais peut-être m'adresser à Jean-Christophe Dumont, c'est de savoir sur cette crise des réfugiés, s'il faut l'appeler crise, depuis 2015, en tout cas cette arrivée beaucoup plus importante que dans les années précédentes de réfugiés du côté de la Méditerranée orientale. Est-ce que l'effort de la France, l'accueil par la France a été très inférieur à la moyenne des Européens, des pays européens, très inférieur à certains de ses grands voisins? Qu'est-ce qu'il en a été? Parce que on connaît mal les chiffres, on connaît mal les ordres de grandeur, à ceci près qu'on se souvient qu'effectivement il y a eu un effort très important en Allemagne. Jean-Christophe Dumont. Merci, bon après-midi à tous et à toutes. Effectivement, ça reste, en dépit des multiples sujets d'informations qu'il y a pu y avoir sur cette question, ça reste une nécessité de recadrer les choses parce que les ordres de grandeur ne sont pas toujours bien en tête de chacune et chacun. On fait face clairement en 2015 à une situation historique pour l'Europe dans son ensemble en termes d'accueil de demandeurs d'asile. En 2015, il y a environ 1 300 000 demandes d'asile enregistrées dans l'Union européenne, 1 600 000 dans l'OCDE. C'est le double de l'année précédente qui elle-même était équivalente, donc 2014 équivalente au pic qu'on avait connu au début des années 90 pendant les crises yougoslaves. Vu de la perspective de l'Union européenne et sur cette question spécifique de la demande d'asile, on a effectivement une situation historique. En 2016, on a toujours un niveau de demande d'asile qui est assez élevé, mais qui correspondent pour la plupart à des gens qui sont entrés soit tout début 2016, soit en 2015, mais qui n'ont été formellement enregistrés en tant que demandeurs d'asile qu'ultérieurement. Donc on va être au-dessus d'1 million de demandes d'asile pour l'Union européenne en 2016. Donc on a un niveau en comparaison, disons, historique qui est toujours très élevé. Le point il faut relativiser cependant cette situation historique de plusieurs façons. Le premier point qu'il faut faire, c'est que à l'échelle du monde, évidemment, il y a bien d'autres pays qui sont confrontés et depuis longtemps à l'accueil de personnes
déplacés internationalement. Et donc, ces chiffres qui sont très importants pour l'Union européenne ne le sont pas nécessairement au regard de ce que, évidemment, les pays voisins de la Syrie ont eu à affronter, en commençant par la Turquie, qui officiellement a entre 2,7 millions et 2,9 millions de réfugiés syriens, mais également d'autres pays comme le Liban et la Jordanie, et puis d'autres pays plus lointains dans des contextes complètement différents qui reçoivent énormément de réfugiés également. On pense par exemple au Pakistan, on pense au Kenya et à un certain nombre d'autres pays qui accueillent énormément de réfugiés. Donc cette situation historique qui apparaît comme une situation historique pour l'Europe doit être relativisée parce que d'autres pays en dehors de l'Union européenne finalement sont confrontés à des défis qui sont encore de bien plus grande ampleur. La deuxième chose, le deuxième élément de nuance qu'il faut apporter, c'est que cette crise humanitaire, plutôt que crise des réfugiés ou crise migratoire, c'est une crise qui ne frappe pas les pays européens de la même manière. Et en l'occurrence, pour un grand nombre de pays européens, il n'y a pas de crise du tout. Les pays qui ont reçu le plus grand nombre de réfugiés, en valeur absolue, c'est l'Allemagne, environ 900 000 en 2015, et donc également des chiffres importants sur 2016, 1 300 000 environ sur l'ensemble de ces 2 années. En valeur absolue, c'est donc l'Allemagne, ça représente à peu près 1% de la population allemande en 2015. En valeur relative, c'est la Suède, 1,7% de la population suédoise pour 2015. Les chiffres de 2016 ont beaucoup baissé. En comparaison, la France, c'est plus que 10 fois moins, puisque c'est environ 80 000 en 2015, 90 000 en 2016. Donc, parler d'une crise humanitaire en France, c'est en partie erroné. Évidemment, il y a une situation bien précise et bien spécifique qui a donné lieu effectivement à une crise humanitaire, c'est la situation de Calais. Mais au-delà de cette situation très, très géographiquement limitée, on a du mal à penser que la France ait eu à surmonter une crise disons, au-delà de ses capacités. Et pour d'autres pays, finalement, les chiffres sont extrêmement faibles, y compris le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a reçu dans les années 2000 bien plus d'Afghans qu'il n'a reçu de demandeurs d'asile en 2015-2016. Donc une nuance à apporter sur cet événement historique auquel on fait face. Et on reviendra sûrement sur les politiques européennes et la part que la France y a pris, mais là aussi, disons, on peut s'interroger si la réponse a été à la hauteur de l'enjeu, mais peut-être c'est l'objet d'une autre question. Merci. Je remercie Catherine Vitol de Winden qui nous a rejoints, qui est directrice de recherche au CNRS, qui enseigne à Sciences Po et qui a publié de nombreux ouvrages sur la question de migration, dont le dernier, je ne dis pas de bêtises, c'est « Migration, une nouvelle donne » aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Voilà. Profitant du fait qu'elle est là, je vais lui poser tout de suite la question de savoir à quel point, à son sens, la France, dans cette non-crise humanitaire, pour elle en tout cas, dans cette situation exceptionnelle en tout cas en 2015-2016, dans laquelle mesure la France a rempli ou pas ses obligations et strictement ses obligations aux yeux du droit international et de ses obligations européennes. En gros, on verra après si elle aurait pu faire beaucoup plus, mais est-ce qu'elle a fait ce à quoi elle s'était engagée en signant divers textes ou en concluant certains accords? Merci beaucoup. Je reviens du Liban, donc c'est pour ça que j'étais en retard. J'arrive directement de Roissy. Je voulais simplement dire que oui, je répondrai oui à votre question, parce qu'en fait, d'une part, la France a accepté les quotas de M. Juncker pour rappeler les choses. Je ne sais pas si ça a été dit. La Commission européenne, en la personne de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, avait donc proposé de partager entre les pays européens à l'automne 2015 160 000 demandeurs d'asile, en plus de ce qu'ils
s'accueille habituellement dans le cadre de la réinstallation des gens qui étaient surtout arrivés aux portes de l'Europe. Et donc la France a accepté, après avoir d'abord refusé, comme tous les pays européens au printemps 2015, de prendre les 30 000 personnes qui lui étaient proposées sur 2 ans, ce qui n'est pas beaucoup, 30 000 personnes dans un pays qui a 66 millions d'habitants, il faut quand même le rappeler. Pour l'instant, on n'a reçu que 10 000 personnes. Donc on est très très en deçà de ce qui était annoncé, parce que beaucoup de ces demandeurs d'asile qui viennent de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan ou d'ailleurs ont plutôt d'autres objectifs comme pays pour aller, c'est-à-dire l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, et la France n'est que loin derrière. Donc ça, c'est un premier constat. La France a peu attiré finalement, et elle a accepté le partage européen qui a été établi selon 2 critères pour les différents pays, qui avaient été établis par un bureau d'appui de l'Union européenne qui se trouve à Malte, qui en anglais s'appelle l'EASO, et qui avait proposé, qui avait fait des quantités de calculs d'ailleurs en la matière, mais finalement ce qui a été adopté, c'est quelque chose d'assez simple, c'est en fonction de la taille du pays et de la richesse du pays et de la taille de la population. Donc en fonction de cela, la France a accueilli 30 000 personnes, en plus des chiffres qui ont été donnés par Jean-Christophe Dumont, c'est-à-dire en 2015, on a eu 79 500 demandeurs d'asile, et en 2016, on a eu 86 000 demandeurs d'asile. Donc on est dans des chiffres un peu supérieurs à ce qu'on a habituellement, mais pas massifs. Et le taux d'acceptation, donc on applique la Convention de Genève, l'OFPRA rappelle souvent qu'elle applique la Convention de Genève, ça a été faible en réalité, puisque malgré la crise, et apparemment des gens qui correspondaient quand même plus ou moins au profil de l'individu persécuté ou ayant un fort risque de persécution, ce qui est la définition de l'asile selon la Convention de Genève, on a eu 31% de gens qui ont été acceptés en 2015 comme réfugiés, et on a eu 36% en 2016, donc c'est pas beaucoup en réalité. Je rappelle que le taux moyen pour l'ensemble des pays européens se situe autour de 45%. Donc on est plutôt en deçà, mais on a respecté juridiquement les engagements qui sont à la Convention de Genève et le partage proposé par Bruxelles. Peut-être une question complémentaire, Catherine Vitol de Wenden, sur la Convention de Genève. L'obligation que la Convention impose à la France, c'est simplement d'examiner la demande d'un demandeur qui arrive vivant sur son territoire. Il n'y a pas d'obligation pour la France de faciliter le passage des demandeurs d'asile. Non, en principe, alors il y a tout l'accord qui a été signé avec la Turquie et qui comporte aussi une clause pour 72 000 Syriens, puisque la Turquie, mais on peut y revenir, ça a peut-être été dit, est signataire de la Convention de Genève, mais a gardé une réserve géographique qui était celui de la guerre froide, en fait, qui limitait aux Européens le bénéfice de l'asile, sur lequel elle est restée. Et pour des gens qui aujourd'hui viennent du Proche-Orient et qui correspondent, selon la Turquie, au profil du demandeur et qui souhaitent aller en Europe, donc la Turquie les envoie en Europe pour ces Syriens, 72 000 Syriens, et pour ceux qui sont passés en Grèce et qui ne correspondent pas au statut de réfugiés, bien, la Grèce les renvoie vers la Turquie. Mais pour le reste, oui, effectivement, on applique la Convention de Genève de façon assez restrictive. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'au moment en 1975, à la fin de la guerre du Vietnam, on avait un taux de reconnaissance de plus de 70% de gens qui étaient acceptés comme réfugiés. On faisait de la politique, c'était même pas l'examen de la Convention de Genève. Il fallait accepter beaucoup puisqu'on était l'Occident par rapport à une guerre qui était encore bipolaire. Aujourd'hui, on ne fait plus de politique quand on donne l'asile, ou on en fait, mais plus indirectement, ce serait plus subtil, disons. Et en réalité, depuis les années 90, on est entré dans une phase très restrictive en matière d'admission au statut de réfugié dans les pays européens. Jean-Christophe Dumont, je voulais faire un commentaire. Oui, merci. Juste un point là-dessus, il faut être un petit peu prudent quand même sur les comparaisons entre les pays en termes de taux de reconnaissance moyen, parce qu'on n'a pas affaire aux mêmes nationalités. Et donc, le fait que la France ait un taux inférieur à d'autres pays reflète pour partie. Alors après, on peut discuter, mais c'est vrai que sur les Syriens ou sur les Érythréens, les taux de reconnaissance en Europe sont assez homogènes et proches de 100%. La France, en 2015, avait une composition en termes de demande d'asile qui était très différente de l'Allemagne ou de la Suède.
le Soudan en premier, la Syrie en second, mais le Kosovo en troisième, le Bangladesh, l'Haïti. Donc des pays qui peut-être, ou des ressortissants de ces pays qui peut-être ont une probabilité plus faible d'obtenir l'asile. Donc ça peut être lié effectivement à des différences d'interprétation et disons de traitement, mais c'est aussi lié à des différences en termes de composition par nationalité. Je pense que c'est important de le rappeler. Merci. Une partie du travail qui n'a pas été fait ou qui a été peu fait par l'État a été fait par les associations pour l'accueil de ceux qui arrivaient jusqu'au territoire français ou qui essayaient de s'y maintenir. Donc je voudrais poser la question à Bruno Morel de savoir comment, dans l'expérience notamment d'Emmaüs Solidarité, quel a été le rôle du tissu associatif? Est-ce que ça a été effectivement de suppléer les carences de l'État? Est-ce que ça a été en certains cas d'accompagner l'État dans les efforts qu'il essayait de faire? Qu'est-ce que vous en avez observé? Qu'est-ce que vous en avez conclu? Alors, plusieurs réponses à ça. Tout d'abord, je voudrais rebondir. Effectivement, il faut relativiser sur les arrivées. On n'est absolument pas envahi. Par contre, et c'est ce qui m'a beaucoup marqué côté État, c'est qu'il n'y avait aucune anticipation et qu'on a réagi toujours dans un contexte qui est l'actualité. L'engagement du président de la République des 30 000, ça a été fait encore sur un contexte de réaction, notamment à la suite de la photo du petit Elan. Ça a été un des éléments d'explication. Ceci étant dit, même si ça a été, tout doit être relativisé, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la réaction de notre pays par rapport à ça. On a eu à la fois une France extrêmement accueillante, je pense notamment au territoire parisien, mais on a eu une France ignoble. Excusez-moi de le dire comme ça, nous, on a un centre d'hébergement qui devait accueillir des réfugiés en Essonne, qui a brûlé la veille de son ouverture, parce qu'on refusait d'accueillir dignement des personnes migrantes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais vous faire plutôt un zoom sur Paris, puisque nous sommes plus opérateurs sur la région parisienne. Paris a connu une arrivée migratoire. Ça s'est passé par des campements. Là aussi, c'est intéressant sur l'effet filière, toute la crainte sur l'effet filière. Les campements non traités, ils n'ont pas arrêté de grossir. On est passé entre le 2 juin 2015, première évacuation d'un campement parisien, et le 4 novembre, la dernière évacuation. Il y a eu en tout 31 opérations d'évacuation en 18 mois, 23 000 propositions d'hébergement. Donc ça, c'est le côté plutôt positif, puisque l'État a été en capacité de mobiliser des places. C'était très en lien avec Calais, et notamment la création des CAO, dont on pourra peut-être parler, des centres d'accueil et d'orientation, dont on pourra parler tout à l'heure. Nous, on a beaucoup plaidé sur ce côté insupportable des campements parisiens, parce que malgré les efforts de l'État, les gens restaient dans les rues, dans des conditions totalement ignobles, pendant plusieurs semaines, le temps que l'État soit en capacité de faire une opération policière au petit matin, de mettre des gens dans des cars, de ne rien leur dire au niveau de l'information et de les envoyer essentiellement en Île-de-France, souvent sur des banlieues éloignées. Donc on avait 2 points d'accès, Calais et Paris. Nous, on a beaucoup plaidé pour qu'il y ait un accueil digne. C'est pour ça que j'aime bien votre titre, le pari de la solidarité, parce que ça a été notre pari. Idée qu'a beaucoup porté Anne Hidalgo quand elle a lancé l'idée du camp humanitaire sur Paris. C'est la première fois qu'il se passait quelque chose comme ça dans une grande ville comme Paris. Et en fait, l'idée, ça a été de créer un accueil de jour pour les primo-arrivants à Paris, et on a associé des places d'hébergement. Nous, on gère 400 places d'hébergement pour primo-arrivants, pour hommes seuls dans le nord de Paris, et 400 pour publics plus vulnérables, femmes isolées, enfants. Là aussi, c'est un des éléments qui marque, c'est les arrivées des enfants. On connaissait moins ça il y a 1 an, et il commence à arriver. Je ne vais pas vous décliner tout le dispositif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats, parce que ce dispositif humanitaire, en fait, c'était un peu chronique d'un décès annoncé. On nous attendait tous en disant, c'est quoi ce truc que vous créez? On nous avait dit qu'on aurait un campement de 2000 personnes le jour d'ouverture. On nous avait dit qu'il serait mobilisé. À ce jour, les résultats, je suis assez fier de vous le dire, c'est 7400 personnes qui ont été hébergées en 3 mois et demi. Ça veut dire que si on n'avait pas créé ce dispositif, vous auriez un campement à Paris de 7400 personnes. Ça représente en gros 2 fois la taille du grand campement qui avait été évacué le 4 novembre dernier.
Ça, c'est le côté plutôt positif. L'autre côté positif, c'est que ces gens sont orientés, y compris dublinés, et ça a été un des vrais sujets, sont orientés dans des CAO, dans des centres d'hébergement migrants, France entière. C'est-à-dire qu'on est en train de créer une espèce de plateforme de solidarité nationale France entière. Qu'est-ce qui se passe dans ce camp? L'idée, c'est, plutôt que d'être à la rue, c'est de permettre aux gens de se poser, leur permettre de répondre à la satisfaction des besoins vitaux, hébergement, alimentation, hygiène, santé, vestiaire, y compris la prise en charge psychologique, parce on retrouve des gens extrêmement cassés après les parcours migratoires traumatiques, examen de leur situation administrative, notamment pour savoir s'ils sont dublinés ou pas, et ensuite orientation en CAO. Je vous coupe, Bruno Bonnerel. Dubliné ou pas, est-ce que vous pouvez juste expliquer ce que c'est pour des... Ah oui, pardon, excusez-moi. En gros, c'est les gens qui sont arrivés dans d'autres pays européens, qui ont fait la démarche d'asile, et normalement, on devrait les renvoyer sur le pays de la demande. Ça a été tout l'enjeu à Calais lors de l'évacuation. Il y avait tout un enjeu en disant tous les Dublinés, ils ne seront pas hébergés. Donc le gouvernement, à l'époque, Cazeneuve avait cédé en disant ils iront quand même dans des CAO dédiés. Et nous, on a fait la même négociation sur Paris parce qu'on plaidait un hébergement pour tout le monde. Sur les origines des personnes qu'on héberge, c'est plutôt intéressant. On est à 40% d'Afghans. Et le reste, c'est la Corne de l'Afrique. 30% de Soudan, 8% de Somalie, 7% d'Érythrée. On est sur des hommes très jeunes, extrêmement cassés, 26 ans d'âge moyen. Donc vous voyez toutes les problématiques que ça peut représenter. Voilà en gros le schéma, mais on y reviendra peut-être dessus. Mais simplement, moi ce que je dis, c'est que ce genre de dispositif, il faut impérativement les semer, le dupliquer et surtout ne pas le laisser que sur Paris. C'est cette expérience qu'on a fait. Je trouve qu'il serait un peu intéressant qu'on puisse créer des dispositifs, des plateformes similaires sur toute la route migratoire interne en France. Alors, je ne vais pas faire la provocation en disant créons un centre de premier accueil à Nice, mais créons-le dans le sud. Il faudrait peut-être en créer un sur la région lyonnaise, c'est-à-dire suivre tout le parcours migratoire et travailler à partir de là sur les potentiels de réinsertion des personnes. Cela dit, je n'ai pas tout traité, parce que quand on va en CAO, après on examine la demande d'asile, et c'est là où ça sera intéressant de savoir le taux d'acceptation selon les pays. Nous, les Afghans qu'on reçoit dans le centre de premier accueil, en gros, demande d'asile, c'est reconnu à 30%, à 80% sur l'Afghanistan. Par contre, sur d'autres pays, ça va être beaucoup moins évident. Le Soudan sera à 33%. Donc, tous les gens qu'on oriente en CAO, c'est là aussi il faut anticiper les choses. On va les orienter en centre d'accueil et d'orientation en province, ça c'est très bien. Ils vont avoir l'examen de leur demande d'asile. Par contre, le vrai risque, c'est qu'est-ce qui va se passer pour tous les gens qui vont être rejetés d'un statut. On va poser la question à Catherine de Vindenne. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont effectivement déboutés, comme on dit? Il y a plusieurs possibilités. D'une part, en principe, ils entrent... alors, ils peuvent faire un recours, effectivement, sur la décision de l'OFPRA et ensuite passer en commission de recours, donc devant l'OFPRA, ce qui arrive. Et parfois même, on peut rouvrir le dossier en introduisant des éléments nouveaux, etc. Depuis 2-3 ans, et c'est nouveau, la commission de recours... auparavant, la commission de recours donnait... plus de réponses positives à l'asile que l'OFPRA en première instance. C'était le seul tribunal de France où la Cour nationale du droit d'asile, qui est un tribunal de deuxième niveau, puisque les gens sont d'abord passés par l'OFPRA, a plus de réponses positives en appel, donc qu'au premier niveau de juridiction. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, ça veut dire que l'OFPRA donne un peu plus de statut que la Cour nationale du droit d'asile. Donc, ils peuvent demander un recours. L'autre possibilité, pour ceux qui ont épuisé toutes les formes de recours, c'est de devenir en situation irrégulière et de tâcher de ne pas se faire reconduire chez eux. Il ne faut pas oublier que la Convention de Genève a une clause qui s'appelle la clause de non-refoulement, en fonction de laquelle on ne peut pas reconduire quelqu'un dans un pays en guerre. Donc on les garde sur le territoire, mais sans aucun statut.
c'est ce qu'on appelle les ni expulsables ni régularisables dans le court terme. Et après, ils vont entrer dans les filières du travail irrégulier, essayer de se faire régulariser au bout de plusieurs années, parfois une dizaine d'années, pour rester sur le territoire. D'autres vont être reconduits chez eux, ceux qui viennent de pays qui ne sont pas en guerre, mais de toute façon, on n'est pas du tout en mesure, ne serait-ce que financièrement, de reconduire tous les gens qui ont été déboutés du droit d'asile. Bruno Morel, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose sur la question des NINI. Oui, comme je suis d'accord avec vous, comme de toute façon on ne les refoulera pas, il relève, parce qu'il y a quand même un droit de l'hébergement qui s'applique en France, il relève donc du droit commun. Ça implique notamment que l'État soit en capacité de continuer ses efforts en matière de création de places d'hébergement d'urgence. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu tout un débat aussi sur l'opposition des publics entre le SDF traditionnel et le migrant qui piquait la place du SDF. Donc moi, j'insiste beaucoup sur il n'y a pas de précarité qui s'oppose et il faut impérativement que tous les efforts qui sont faits en matière de création de places continuent à être faits, y compris pour les gens qui vont débouter. Merci. Je vous propose qu'on passe à ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on aurait pu faire. L'intitulé de cette table ronde, c'était « La France, comme l'Allemagne, aurait-elle pu prendre le parti de la générosité ?» Donc, je vais demander à Jean-Christophe Dumont de nous expliquer ce que l'Allemagne a fait et ce qu'on peut observer de ce que ça a eu comme conséquence pour elle, de ce que ça lui a coûté en termes d'accueil, en termes de premier accueil, et puis ensuite en termes d'intégration. Est-ce qu'on peut déjà tirer des conclusions du cas allemand, de la situation allemande depuis 2015. Puisqu'en fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est parce que la chancelière Merkel a décidé de lever le fameux accord de Dublin qu'effectivement beaucoup de Syriens et beaucoup de gens aussi d'autres pays sont venus en Allemagne. Jean-Christophe Dumont. Oui, alors, c'est en partie, enfin, il y a évidemment un débat sur les causes et les effets, mais je ne partage pas entièrement le sentiment que ça soit simplement les déclarations de la chancelière qui aient généré l'afflux vers l'Allemagne. Il y a un premier... D'abord, c'est pas que l'Allemagne, encore une fois, c'est en premier, ça reste quand même la Suède, enfin, en tout cas par habitant. Et donc, la Suède n'a pas spécialement pris position publique sur cette question-là, en tout cas au même moment. Et donc, il faut regarder cette situation-là dans un contexte un petit peu plus large, qui d'abord a trait à ce que les pays ont fait en amont. La Suède est traditionnellement un grand pays d'accueil des réfugiés, bien plus même que ses voisins norvégiens ou finlandais, sans parler des Danois. Et donc, la Suède, au tout début de la crise syrienne, avait déjà pris un certain nombre de mesures pour accueillir des réfugiés syriens. Et ça a aussi été le cas de l'Allemagne. Et donc, cette première vague d'accueil qui a pas, disons, donné lieu à débat parce qu'elle était relativement modeste, elle a évidemment eu tendance à induire des flux dans la période suivante. Deuxièmement, s'il y a quelque chose qui a bien fonctionné en termes de communication du point de vue de l'Allemagne, en ce qui concerne l'Allemagne, c'est le fait qu'on n'a pas cessé de dire partout et tout le temps que l'Allemagne était un pays vieillissant, qui avait besoin de main-d'œuvre, dont l'économie était florissante, avec un taux de chômage proche, disons, du niveau frictionnel. Donc, ça s'est entendu partout dans le monde, y compris en Syrie. Et donc, si les gens... il y a eu énormément d'interviews, de reportages, de journalistes qui sont allés sur la route migratoire et qui ont interviewé les migrants en leur demandant pourquoi ils souhaitaient aller en Allemagne. La première réponse, c'était parce qu'en Allemagne, il y a du travail. Pas nécessairement parce que la chancelière a dit vous pouvez venir. Alors, c'est sûr que quand effectivement elle a annoncé qu'elle ne renverrait pas les Dublinés, et notamment... mais on était déjà dans une phase où... Quand elle a dit ça, c'est parce que les gens étaient déjà en mouvement. Les chiffres ont quand même beaucoup augmenté après son discours, non? Ou pas? C'est un effet, c'est une mécanique. C'est une mécanique. Deuxièmement, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est la géographie. Parce que vous êtes syrien, vous traversez la Turquie,
Vous arrivez en Grèce, vous remontez les Balkans, vous arrivez en Autriche. Et une fois que vous êtes en Autriche, éventuellement vous allez en Allemagne, une fois que vous êtes en Allemagne, est-ce que vous allez vous dire « je vais venir en France ?» Donc, évidemment, l'Allemagne était sur la route migratoire. Alors, il y en a un certain nombre qui sont allés jusqu'en Suède, il y en a d'autres qui ont continué en espérant rejoindre le Royaume-Uni ailleurs. Mais une grande partie des flux qui arrivent en France viennent par l'autre route migratoire, qui n'est pas une route migratoire qui est liée à la crise syrienne, qui est la route migratoire méditerranéenne centrale, notamment entre la Libye et l'Italie, d'où la forte proportion de migrants subsahariens en ce qui concerne la France, et puis des migrants qui souhaitent aussi aller au Royaume-Uni. C'est une dynamique qui est totalement différente. Donc oui, sans doute, cette communication-là a joué, a renforcé finalement une dynamique qui était déjà présente, mais je ne pense pas que ça soit nécessairement la cause unique du fait que les gens soient allés en Allemagne. Il faut quand même garder à l'esprit que l'Allemagne, antérieurement à cette crise, disons, humanitaire, était déjà devenue le deuxième pays d'immigration dans l'OCDE, avec près de 500 000 migrants en 2015, hors réfugiés. Ça veut dire qu'en 2007, l'Allemagne et la France avaient le même nombre de migrants, à peu près, 200, 220 000, le même nombre en 2007, avant la crise économique. Depuis la crise économique, que l'Allemagne a traversée, disons, sans trou d'air, quasiment, les migrations vers l'Allemagne ont cru très fortement, notamment d'Europe du Sud, avec une persistance des migrations qui venaient de Pologne et d'Europe de l'Est en général, de sorte qu'il y a 500 000 migrants européens juste vers l'Allemagne. On va arriver, j'ai dit une bêtise tout à l'heure sur 2015, on va arriver à 900 000 en 2015, pas 500 000, dont 400 à 500 000 Européens. Donc, ce n'est pas juste cette question, disons, du discours d'Angela Merkel par rapport aux réfugiés, c'est une dynamique de l'économie allemande et une attractivité de l'économie allemande dans le monde. Et ça, je pense que le message est très bien passé. Peut-être quand même sur les effets, excusez-moi, sur les effets pour l'Allemagne de l'arrivée, c'est le coût, les effets positifs induits, les effets éventuellement un peu plus compliqués. Alors oui, ce qui a aussi joué, évidemment, c'est un contexte, disons, historique en Allemagne. C'est-à-dire qu'on se rappelle des images, les premières vagues de réfugiés accueillis à la gare de Munich avec des jouets, des enfants, etc. Et vraiment l'impression que le peuple allemand accueillait ces réfugiés avec, pour une grande part, en tout cas à ce moment-là, avec beaucoup disons, de compassion. Évidemment, on n'a pas vu les mêmes images ailleurs. Hein. On était dans des relations à l'opinion publique qui pouvaient être quasiment inversées dans beaucoup d'autres pays européens. Donc ça a joué. Et une des raisons qui explique ça, il y a évidemment des raisons historiques, et peut-être Catherine peut les évoquer de façon bien plus détaillée que je pourrais le faire, mais il y a aussi si vous voulez, la perception que l'économie allemande allait à plein, tournait à plein régime, et qu'il fallait effectivement qu'il y avait des pénuries de main-d'œuvre, etc. Et donc ça a été accueilli comme une ressource, même comme une chance pour l'Allemagne, pour l'économie allemande. Et donc la première réaction, ça a vraiment été ça. La seconde, ça a été le fait d'être dépassé par les événements, parce qu'à Munich, il arrivait presque 10 000 personnes par jour à un certain moment. Évidemment, pour trouver des places de logement, on parlait de la France qui en a créé quelques dizaines de milliers. Enfin, à Munich, il fallait en trouver 10 000 par jour, quoi. Donc là, il y avait vraiment une situation de saturation et presque de sidération des autorités allemandes. Et ils ont surmonté ça par, disons, la mise en place d'un dispositif coordonné extrêmement efficace, qui se construisait d'ailleurs sur une politique déjà préexistante, hein, cette réallocation, cette fameuse clé de réallocation à l'intérieur de l'Allemagne des Länder, tout ça préexistait, et donc les dispositifs étaient d'une certaine manière là pour réagir. Mais ça a été disons, une mobilisation générale en Allemagne, et maintenant ils sont passés à une deuxième phase, avec beaucoup de perplexité,
on voit monter donc, ce sentiment un petit peu dubitatif en Allemagne, hein, beaucoup de perplexité sur l'intégration, parce qu'ils se rendent compte évidemment qu'il y avait une réponse d'urgence. Maintenant, il faut passer à une réponse structurelle, et que cette intégration-là va être coûteuse, qu'il faut effectivement la voir comme un investissement, c'est-à-dire que si on réussit ces programmes d'intégration, on aura le bénéfice attendu en termes de main-d'œuvre, en termes de potentiel économique que l'Allemagne espère, mais il y a cette phase d'investissement, qu'elle est cruciale, qu'elle est coûteuse, qu'elle est complexe à mettre en œuvre. C'est 16 milliards d'euros qui seront dépensés en 2016 par l'Allemagne. On fait état à l'horizon, je crois, 2018 de 100 milliards sur l'ensemble de la période. C'est-à-dire c'est des sommes qui sont extrêmement importantes. Et il y a la prise de conscience du fait que ça ne va pas se faire tout seul, pas si facilement que ça, et qu'il faut poursuivre l'effort sur le long terme, et d'où, à ce moment-là, aussi la prise de conscience des autorités allemandes que la seule façon de faire face à cette deuxième étape, aux défis associés à cette deuxième étape, c'était finalement de stopper l'arrivée, de limiter les flux entrants, de façon à pouvoir absorber, si on peut le dire comme ça, disons, toutes les personnes qui étaient arrivées, mettre en place les systèmes de cours de langue, par exemple. Hein. C'est 1 million de personnes à qui il faut donner des cours de langue, enfin, c'est presque ça. Hein. Donc, c'est vraiment des défis. Il faut rappeler les enseignants retraités, par exemple. Enfin, bon, c'est toute une dynamique qui doivent se mettre en œuvre. Et donc, effectivement, l'Allemagne est dans cette phase intermédiaire où elle se rend compte maintenant qu'il faut investir sur l'intégration, que c'est coûteux, mais peut-être que, et ils s'en donnent les moyens, en toute honnêteté, hein, et peut-être que dans 2 ou 3 ans, effectivement, ils auront réussi leur pari et que ça sera un des éléments moteurs, disons, de l'économie allemande. Aujourd'hui, c'est un petit peu au milieu du gué, et effectivement, ça se ressent aussi dans l'opinion publique allemande, quoi. Catherine Vittel de Winden, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi est-ce qu'en France, une partie de l'opinion, celle à laquelle faisait référence Bruno Morel tout à l'heure, était beaucoup plus réticente, si ce n'est franchement hostile? Est-ce que c'est dû peut-être à un pessimisme ou un scepticisme sur l'intégration qui arrive après l'accueil? Est-ce que c'est une autre raison? Alors, d'une part, il y a eu cette initiative malheureuse, si j'ose dire, de maires MAIRES, toujours de la région Auvergne-Rhône-Alpes, conduite par monsieur Vauquier, de maires qui refusaient l'installation sur leur commune de réfugiés nouvellement arrivés, qui a été une sorte de front du refus qu'on a vu apparaître en France en 2015, même si une partie de l'opinion publique n'était pas si hostile. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une très grande peur des pouvoirs publics très frileux en la matière. On n'a pas du tout fait cette politique du haut en bas pour l'accueil comme on l'a fait en Allemagne, alors qu'il y avait des gens qui disaient « moi, je suis prêt à accueillir un Syrien, je suis prêt à accueillir une famille ». Il y a des villages qui ont accueilli des familles, notamment dans des régions qui se dépeuplent, comme la Lozère, le Massif central. Il y a eu beaucoup d'initiatives associatives, d'ONG, etc. Donc, il ne faut pas sous-estimer à la fois la part des individus et la part des associations et des ONG dans cette volonté d'accueil, souvent freinée par les préfectures et par Paris, par l'administration française, dans un contexte de peur, de faire monter l'extrême droite, etc. Donc il y a eu ça, et puis quelques initiatives franchement hostiles par ailleurs. En Allemagne, c'était, d'après ce que j'ai entendu dire, hein, c'était très bien organisé, c'est-à-dire qu'au début, ils ne pouvaient pas accueillir tout le monde dans des centres qui étaient déjà sans doute pleins, donc ils ont fait appel à la bonne volonté de la population, et ça fonctionnait au niveau des communes. Les gens se portaient volontaires pour accueillir une personne ou une famille pendant une semaine seulement, ensuite ça tournait, et les personnes qui s'étaient portées volontaires recevaient le soir même ou le lendemain matin, système efficace, l'annonce par la mairie que la personne attendait d'être hébergée dans telle ou telle famille. Donc ça a été relayé de façon très efficace dans une collaboration étroite entre les municipalités et les individus et les volontés individuelles. Donc ça a été quelque chose qu'on n'a pas eu en France, on n'a pas eu l'équivalent.
D'autre part, pour le reste, ce qu'on a constaté, la différence entre la France et l'Allemagne, c'était surtout la frilosité des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y avait quand même une impulsion qui était donnée d'en haut. En France, beaucoup d'associatifs avaient le sentiment qu'ils n'étaient pas du tout suivis dans leur volonté d'accueil parce que rien ne se passait au sommet en la matière comme initiative. Donc ça, c'est une grande différence. Il ne faut pas oublier, ça a été dit, mais je le redis, que l'Allemagne a une grande tradition d'accueil des réfugiés en Europe. Elle a accueilli à peu près les 3/4 des demandeurs d'asile en Europe depuis les années 50, en gros, et surtout avec un pic très important au lendemain de la fin du rideau de fer, puisque beaucoup de gens des pays de l'Est essayaient de demander l'asile quand ils considéraient qu'ils avaient été mal traités, et essayaient d'obtenir à ce titre l'asile donc en Europe. Donc l'Allemagne a recueilli beaucoup de ces gens, notamment des Roumains, mais aussi des Chinois qui sont entrés aussi à la faveur de la fin du rideau de fer en Europe. Et donc on a eu des demandes d'asile très importantes, notamment en Allemagne, plus la crise de l'ex-Yougoslavie, il ne faut pas l'oublier. L'essentiel est allé en Allemagne et dans les pays nordiques, dont la Suède. Et donc il y a une tradition, et des Kurdes, beaucoup de Kurdes réfugiés en Allemagne depuis très longtemps. Donc il y a une tradition d'accueil en Allemagne, et c'est elle qui a encaissé la plupart des grands pics d'arrivée de demandeurs d'asile, notamment les années 90. Pour citer un seul chiffre, en 1992, sur 500 000 demandes d'asile qui étaient reçues par l'Europe, l'Allemagne en a reçu 438 000. Donc elle recevait plus des 3/4 de la demande d'asile de l'Europe. On a eu encore un autre pic au moment de la crise yougoslave, et puis là encore en 2015-2016, donc la proportion est de quasiment de 1 à 10 entre l'Allemagne et beaucoup d'autres pays européens. Donc elle s'enorgueillit d'une certaine façon. Je crois que ça lui a donné une bonne image. Un de mes collègues allemands qui a fait un livre là-dessus dit maintenant l'Allemagne n'est plus obligée de s'excuser vis-à-vis des autres pays européens pour son passé. Et les Allemands sont fiers. Beaucoup d'universitaires ont organisé des colloques et des débats sur l'accueil de l'asile, etc. Ça fait partie des images que l'Allemagne exporte aujourd'hui en Europe, l'accueil des demandeurs d'asile. Merci. Peut-être une dernière question à Bruno Morel avant de passer la parole au public. Catherine Vittel de Winden parlait à l'instant de la frilosité des pouvoirs publics, de la peur de faire monter l'extrême droite, et en face, disons, de la générosité d'une partie de la société française. Comment est-ce que vous le regardez de votre compétence associative, votre poste associatif? Oui, il s'est passé plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, je pense que l'État n'a pas toujours su bien présenter les projets. Et très souvent, on est arrivé devant un maire à marche forcée en lui disant on ouvre un site demain, après-demain, sans avoir expliqué à l'environnement, à la population comment ça allait se passer. Vous savez qu'on a ouvert le site de premier accueil à Paris, on l'a ouvert le 4 novembre, on a commencé nos réunions publiques dès le mois d'août. Et on a passé un mois à faire visiter le site et essayer de faire lever toutes les angoisses. Parce que pour quiconque, on ouvre un site migrant, c'est qu'on va créer un campement, et on nous ressort toujours, soit vous allez nous créer un Sangatte, soit vous allez nous créer un Calais en plein Paris. Ça, c'est quand même un sujet très important. Maintenant, il y a une manière aussi dont ça a été traité par la presse. On a énormément mis en exergue l'affaire Vauquier, l'incendie, dont on a été victime, y compris des affaires qui n'avaient rien à voir. Je pense au centre d'hébergement du 16e arrondissement. Il a été présenté comme un centre pour migrants, ce qui était totalement faux. Donc moi, ce que j'ai beaucoup plaidé pendant cette période-là, c'est plutôt que de montrer ce qui n'accueille mal, montrons ce qui marche bien. Moi, je suis frappé, 23 000 opérations, 23 000 propositions d'hébergement à Paris en 18 mois, ça représentait 90 structures, donc 90 lieux, où tout s'est extrêmement bien passé. Vous n'avez pas entendu un problème de voisinage, vous n'avez pas vu un maire, vous n'avez pas vu des gens râler après le dispositif. Et dernier exemple, et après je m'arrêterai, le site parisien, nous on communique beaucoup là-dessus parce qu'il y a 120 salariés dessus, mais il y a surtout 700 bénévoles. 700 Parisiens qui nous ont dit, après la présentation, Banco, on va vous aider, on va aider les équipes salariées. Et on veut tendre la main d'une manière digne et humaine auprès des migrants. Donc je crois que c'est un peu tous ces exemples
qu'il faut valoriser et surtout combattre toutes les craintes. Il y a eu aussi une crainte, et ça c'est une crainte de l'État. Quand nous on a présenté le projet, on dit oh là là, effet filière, tous les migrants vont arriver à Paris grâce à votre dispositif. On est à peu près, alors je sais qu'on est en période encore hivernale, ce que je dis là sera certainement plus vrai au printemps. Mais depuis le mois d'août dernier, on est en gros à 100 personnes qui arrivent par jour à Paris, avant ou après la création du dispositif de premier accueil. Donc il n'y a pas eu d'effet filière. Merci beaucoup. Alors on va commencer par une question de mes co-modérateurs, ensuite on passera à la salle. Lucas. Oui, alors, je voulais vous demander, on a parlé de la question de l'implication de l'État, en plus des groupes qui favorisent la solidarité, et je voulais vous demander, selon vous, quelle place pour la solidarité vis-à-vis des migrants dans le débat de la présidentielle en France, et notamment, enfin, en plus de ça, dans les autres élections européennes, notamment celle de l'Allemagne qui arrive à plus court terme. Qu'est-ce qui veut répondre à cette question piège? Catherine Vittel de Vanden, peut-être. Il y a un grand silence en réalité sur les questions migratoires par rapport à beaucoup d'autres débats présidentiels antérieurs. Il y a le Front National qui continue sur ses positions qui sont toujours les mêmes. On va fermer totalement l'immigration, ce qui légalement d'ailleurs est impossible puisqu'on est signataire de la Convention de Genève sur l'asile. Le regroupement familial est un principe constitutionnel. On est signataire de la Convention sur les droits de l'enfant, etc. On accueille des étudiants dans tous les pays européens, dont la France. Et donc, c'est pas possible de fermer complètement l'immigration. Ça, c'est la première chose, mais c'est le discours du Front National. Pour les autres, François Fillon avait commencé sa campagne électorale dès l'automne sur le danger islamiste, donc on était plutôt sur la thématique de l'islam et du terrorisme et donc des fractures liées à l'islam. Et puis, pour le reste, on n'a pas grand-chose. On a Benoît Hamon qui propose le droit de vote local des étrangers, qui est une vieille promesse non tenue du Parti socialiste depuis 30 ans. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, le Mélenchon, dans la mesure où il reprend aussi là-dessus le programme du Parti communiste, est aussi sur cette position. Mais pour le reste, on a assez peu parlé des réfugiés, en réalité, pendant le débat présidentiel. Bruno Morel. Moi, ce qui me frappe, c'est d'abord la question de la solidarité n'est pas du tout dans les programmes. Réfugiés, au public, aux migrants, au public traditionnel, elle n'y est pas. Vous savez, jusqu'à présent, les structures associatives faisaient des grandes plateformes et puis on faisait signer des engagements par les candidats. Cette année, on a décidé de faire autre chose dans les structures associatives, c'est-à-dire qu'on essaie de faire une mobilisation citoyenne. On a ouvert une plateforme Internet pour déconstruire tous les messages politiques aberrants. Un migrant coûte plus cher, un migrant va être relogé à la place du Parisien qui attend depuis 10 ans, un migrant coûte tant à la puissance publique. Donc l'enjeu, c'est d'être une cellule de veille, de déconstruire, de donner la vérité par rapport à notre pratique associative et de faire réagir les candidats. Maintenant, je vais vous dire, nous, notre position par rapport à ça. Moi, si quelqu'un demain me dit... on arrête de financer le dispositif de premier accueil à Paris, je dirais très bien, on arrête, vous avez un campement en 3 mois de 8000 personnes dans les rues parisiennes, et vous le traiterez. Après, vous savez, c'est toujours l'enjeu de pression des associations vis-à-vis de l'État. En tout cas, moi je représente des associations qui seront motivées pour défendre certains acquis qu'on a obtenus depuis des années. Jean-Christophe Dumont, peut-être sur la perplexité allemande dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que ça a éventuellement suscité dans l'opinion publique et comme mobilisation politique? Sur la France, peut-être, on peut essayer. Non, mais c'est compliqué comme question parce que, évidemment, c'est un sujet qui est, comment dire, maltraité, on va le dire comme ça. Plus généralement, celui des migrations, hein, celui de l'intégration également. Depuis des décennies presque. Et donc, évidemment, de construire un discours positif à l'occasion d'une campagne électorale
alors que depuis 10 ans, on nous explique que l'immigration, c'est un coût, c'est compliqué, c'est un problème à gérer, c'est toujours présenté comme un problème auquel il faut trouver une solution. C'est pas quelque chose qu'on peut inverser dans le discours public du jour au lendemain. Donc il y a quelques candidats qui essayent d'avoir un discours un peu plus constructif, plus neutre, au moins. Mais et en plus, c'est un sujet compliqué. Donc c'est pas un sujet où on peut arriver à, je dirais, les solutions sont aussi complexes que, disons, les motivations des migrants eux-mêmes en général. Donc il n'y a pas une solution simple. Il y a pas et pour une grande part, il y a aussi une partie des réponses qui doivent se construire à un niveau international et pas seulement au niveau national. Construire toute cette histoire-là, avoir une narration positive sur la question des migrations et arriver avec un discours constructif et des propositions qui ne sont pas simplement dans la réduction, dans le contrôle et dans la gestion, au sens strict du terme, c'est évidemment compliqué. Il n'y a aucune surprise. Le fait que ça soit absent de la campagne à ce point, ce n'est pas le choix d'une alchimie politique du moment. C'est la construction d'un discours dans l'opinion publique depuis 30 ans. Et inverser ça, c'est aussi difficile que nécessaire. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Donc la parole est à vous maintenant dans la salle, si vous voulez bien lever le bras, si vous avez des questions. Oui, mademoiselle. Madame. Oui. Oui, bonjour. Je voudrais savoir ce qu'il est fait dans les centres d'hébergement et d'accueil de ces migrants. Est-ce qu'on les aide à s'intégrer? Est-ce qu'il y a des cours d'alphabétisation? Est-ce qu'on les aide à développer leurs compétences acquises? Ou est-ce qu'ils attendent? On a un peu l'impression de l'extérieur qu'ils attendent qu'on leur donne leur ticket pour devenir français ou au moins travailler. Merci. Je pense que la question vise surtout les centres d'accueil et d'orientation. Oui, enfin, ça vise effectivement les CAO et ce qu'on appelle les centres d'hébergement d'urgence migrants, comme il en existe à Paris. Nous, on en gère quelques-uns. Alors, effectivement, le centre, c'est un accueil le temps qu'il y ait une réponse administrative, notamment par rapport à une reconnaissance du droit d'asile. Nous, ce qu'on prône beaucoup, et notamment sur tout le sujet que vous évoquez, madame, de l'apprentissage du français, bien entendu, il y a des cours qui sont faits. On a fait une très belle expérience, notamment dans l'ancien lycée Jean Carré, qui avait été squatté et qui est devenu un centre d'hébergement migrant. On a créé une bibliothèque sans frontières, où il y a des cours de français, il y a du numérique. On fait aussi des premières évaluations professionnelles. Alors, quand je dis ça, je suis extrêmement... On rajoute simplement savoir quel est le parcours de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui était plutôt qui a fait plutôt de l'agriculture? Est-ce que c'était plutôt quelqu'un qui était dans les professions médicales, etc. De manière à pouvoir voir vers quelle structure on va le réorienter, vers quelle localisation. Là, on a tout un enjeu sur ça. Il y a plein de programmes expérimentaux qui sont en train d'être lancés là-dedans, mais vous avez raison. Si on veut que tout se passe bien, la priorité, c'est d'abord l'apprentissage du français. C'est aussi travailler sur l'insertion professionnelle. Et puis derrière tout ça, il y a un vrai sujet occupationnel. Parce que tout ce qu'on a pu connaître, tous les lieux de campement qui étaient des lieux extrêmement mobilisateurs, on a bien vu quand les gens étaient hébergés, il y avait une espèce de moment de décompensation, ils étaient complètement paumés. Donc le sujet de l'occupation et du travail de l'insertion est extrêmement important. Et les associations travaillent là-dessus. Jean-Christophe Dumont, peut-être un mot sur l'efficacité de l'apprentissage de la langue en termes d'insertion sur le marché du travail. Ça, c'est sûr que c'est la première mesure au sens propre et figuré. C'est absolument essentiel d'acquérir le plus vite possible la maîtrise de la langue du pays d'accueil pour espérer avoir une chance effectivement de s'insérer sur le marché du travail, mais au-delà de ça, disons pour s'insérer dans la société. Les chiffres dont on dispose montrent que pour les réfugiés en Europe qui ont aucune maîtrise ou une maîtrise très faible de la langue du pays d'accueil, et indépendamment du fait qu'on regarde les choses à un instant T, donc il peut y avoir à cet instant T des gens qui sont là depuis plusieurs décennies,
Le taux d'emploi de ceux qui ne maîtrisent pas la langue du pays d'accueil est d'environ 27%. Pour ceux qui le maîtrisent de manière intermédiaire, hein, sans être complètement bilingue, le taux d'emploi est de 57%. Donc il y a 32 points de pourcentage en termes de taux d'emploi, non pas pour une maîtrise parfaite de la langue du pays d'accueil, mais pour une maîtrise de niveau intermédiaire. Et quand on passe là à une maîtrise parfaite, le taux d'emploi augmente au-dessus de 60%, mais finalement le gain devient assez marginal, quoi. Donc la maîtrise de la langue, c'est évidemment la première mesure à prendre. C'est ce que fait l'Allemagne. Dans le cas de la France, il faut quand même indiquer, disons, la faiblesse, si ce mot est assez fort, des politiques publiques en matière d'intégration. Les cours de langue en France commencent quand vous obtenez votre premier titre de séjour. L'aide de l'État, d'une façon officielle, c'est avec le contrat d'insertion républicaine. Entre-temps, fort heureusement, il y a des associations qui font quelque chose, mais il n'y a pas, disons, d'action publique sur l'apprentissage du français avant que vous obteniez votre statut. Et en ce qui concerne les réfugiés, ça peut prendre, disons, plusieurs mois, et si recours il y a plus qu'une année, et donc c'est évidemment beaucoup trop tard. Et bon, fort heureusement, il y a des associations qui pallient à cette déficience, mais avec quels moyens et dans quelles conditions, bon voilà, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais je pense que là, il y a une vraie question en termes de politique publique, dont d'ailleurs certains acteurs publics ont parfaitement conscience, hein. Le problème, c'est que, en toute honnêteté, la réponse des autorités françaises à cette crise humanitaire, qu'on a relativisée dans le contexte français, elle s'est faite à budget constant. C'est-à-dire qu'il y a 40 millions pour les cours de langue, et on a augmenté dans la nouvelle loi en juillet dernier l'exigence en termes de maîtrise du français. Donc tout naturellement, comme c'est à budget constant, il a fallu baisser le nombre d'heures parce qu'on a augmenté le nombre de bénéficiaires. Donc vous voyez la logique de l'affaire, quoi. Madame, vous aviez une question. Oui, bonjour, Frédéric Savel. Moi, je suis économiste, et donc ma question est un petit peu dans ce sens-là. C'est-à-dire, je me demande justement, pour positiver un peu le discours sur les réfugiés notamment, s'il y a eu des études économiques de fait pour démontrer justement, alors pas forcément ces dernières années, mais un petit peu plus anciennes, pour démontrer l'apport que ça a eu sur l'économie. Et notamment, enfin moi, ce qui m'intéresse, je travaille à la Banque publique d'investissement, savoir s'il y a eu des études de fait sur les entrepreneurs qui sont issus des réfugiés, et savoir ce que ça a apporté, et ce qu'on pourrait justement démonter un petit peu le discours traditionnel de se dire ce sont des gens qui coûtent de l'argent, etc. Enfin, bon, qui sont... Alors, oui, il y a pas mal de travaux, notamment autour d'expériences, enfin, si on appelle ça des expériences naturelles, bon, des expériences historiques, quoi, d'afflux de réfugiés qui par exemple, le cas des rapatriés, enfin, c'est pas vraiment des réfugiés, mais enfin, on peut assimiler à des situations comme ça d'afflux soudain de migrants qui étaient non anticipés par les autorités, donc les rapatriés d'Algérie, les rapatriés d'Angola au Portugal, la question des Cubains à Miami, les ressortissants de l'ex-Union soviétique qui sont arrivés en Israël au début des années 90, l'afflux de Aussiedler en Allemagne, c'est-à-dire quand l'Allemagne a accueilli près de 3 millions de personnes d'origine allemande en provenance d'Europe de l'Est, comme c'était mentionné, mais également de pays plus lointains, du Kazakhstan, etc. Donc des gens qui avaient des niveaux d'éducation qui n'étaient pas forcément très élevés, qui ne maîtrisaient pas forcément la langue toujours. Alors c'est pas toujours vrai dans tous les exemples que j'ai cités, bien entendu, mais en ce qui concerne par exemple ces ethnic Germans, ils ne maîtrisaient pas forcément l'allemand, et donc on a regardé ces questions-là d'un point de vue économique. Il faut pas, disons, la difficulté là, c'est qu'en termes d'augmentation du PIB, les effets sont clairs. C'est en général toujours positif. Enfin, c'est toujours positif.
Quand on regarde le PIB par tête, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué, notamment parce qu'il y a la question de l'intégration, du temps que ça va prendre pour que les gens arrivent à trouver un emploi, arrivent à valoriser leurs compétences, et donc passent, disons, d'un système d'une forme d'inactivité à une contribution productive à l'économie. Ça prend du temps. Et donc, ce n'est pas toujours évident à identifier, notamment sur le court terme, et de garder constant tous les autres paramètres, d'identifier sur le long terme les effets de ces afflux de réfugiés. En termes fiscaux, il y a un certain nombre d'études qui sont menées, mais pareil, c'est spécifiquement sur les réfugiés, ça prend 15 ans avant que leur contribution en moyenne devienne positive, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est normal, on n'accueille pas les réfugiés pour des raisons économiques. Donc voilà, c'est un peu moins clair que ça en a l'air. Évidemment, sur les entrepreneurs, sur l'entrepreneuriat, il y a plein d'anecdotes, il y a plein d'évidences. Aux États-Unis, quand on regarde les créateurs de grandes entreprises technologiques, etc., il y a des réfugiés. Il y a plein d'exemples de réfugiés qui ont réussi extrêmement bien. Maintenant, les réfugiés ne sont pas tous des entrepreneurs, ils n'ont pas forcément une aversion au risque qui est différente des autres, ils ont sûrement moins de capital, ils ont moins de réseau. Donc il y a aussi un certain nombre d'obstacles dans le chemin. Il ne faut pas imaginer que voilà, il y a disons un potentiel. Il ne faut pas surestimer le potentiel non plus de ce point de vue-là, mais effectivement il y a des exemples positifs. Il y a possibilité de construire là-dessus. C'est évident. Mais les études sont un petit peu mixtes. Le temps passe. On va prendre une dernière question, mademoiselle. Bonjour. Déjà, merci pour ce débat, c'était très intéressant. Et ensuite, moi, je me demandais, est-ce que vous pensez que l'accord de Dublin produit des résultats efficaces, ou alors est-ce qu'il faudrait le supprimer? Et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait envisager à la place au niveau de l'accueil à l'échelle européenne? Ça, c'est une question pour Catherine Vittel de Vanden, je pense. Puisqu'on a dit qu'il y avait 3, même 4 Dublin. D'abord 90, donc on essaye d'harmoniser la délivrance du statut de réfugié entre les pays européens pour éviter ce qu'on appelait le asylum shopping, c'est-à-dire les gens qui faisaient leur marché en essayant leur candidature à l'asile dans plusieurs pays européens. Donc ça, c'est plus possible depuis les accords de Dublin 1990. Ensuite, on a eu la thématique du partage du fardeau, qui avait été notamment lancée par l'Allemagne, l'Autriche, des pays qui avaient reçu beaucoup de demandeurs d'asile, la Suède, et ça a donné Dublin 2, One Stop, One Shop. C'est là où on a mis le pied en Europe que l'on doit automatiquement être traité comme demandeur d'asile, ce qui fonctionne très mal, puisque beaucoup de gens ne veulent pas demander l'asile dans le premier pays où ils ont mis le pied, si c'est un pays pauvre, dont ils ne parlent pas la langue, là où ils n'ont pas de famille, etc. Donc ça a été le gros problème de la crise actuelle d'ailleurs. Ensuite, on a Dublin 3, qui est une tentative de négociation qui a été expérimentée depuis 2014 avec les migrants eux-mêmes en fonction des affinités qu'ils ont avec tel pays, la langue qu'ils parlent, etc. Pour dire, effectivement, n'allez pas tous en Grèce, mais on va essayer de voir avec vous quel est le pays dans lequel vous pouvez aller. Le résultat de ça, c'est que finalement, dans toute cette crise, il est apparu que Dublin 2 fonctionnait particulièrement mal. Et malgré tout, on n'a pas supprimé Dublin 2. Et alors qu'on aurait dû, à mon sens, puisque l'idée parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça, c'est-à-dire que quand il y a eu la crise du Kosovo, en France, quand on voyait arriver les Kosovars, vous voulez aller en Allemagne, c'est par là, on vous donne un billet de train à Lyon, débrouillez-vous, on vous a pas vu. En Italie, en général, on tamponne pas les passeports de tout le monde parce qu'on sait très bien que beaucoup ont le projet d'aller ailleurs et peut-être que la Sicile est contente de les voir partir ailleurs. Pareil en Grèce, où il y a beaucoup de gens dont les passeports n'ont pas été tamponnés parce que la Grèce n'est pas prête à traiter toutes ces demandes d'asile. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie dans la mise en œuvre de Dublin 2. Pour des raisons sans doute de peur de l'opinion publique, on n'a pas touché à Dublin 2, mais à mon avis, c'est une erreur parce que ça ne résout rien, ce système-là. C'était une façon d'imposer aux pays du Sud de prendre leur part dans l'accueil des réfugiés au début des années 2000, mais ils ont déjà pris leur part, donc à quoi sert Dublin 2 ? Jean-Christophe Dumont, un mot peut-être là-dessus ? Peut-être juste pour compléter,
Le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que les accords de Dublin, même s'ils fonctionnaient bon an, mal an, en régime permanent, dans une situation de crise, ils sont complètement inadaptés. Et c'était déjà prévu, puisqu'il y avait une directive sur les temporaires qui avait été d'ailleurs inspirée par l'Allemagne après la crise yougoslave, un instrument qui était normalement à disposition des États membres pour répondre en situation de crise. Seulement, personne n'a même évoqué l'idée d'activer cet instrument parce que, quand on en regarde les termes, disons, il aurait sûrement induit une forme de porte ouverte, disons, dans laquelle personne n'avait envie de s'engager. Et donc cet instrument-là paraît complètement inopérationnel dans le contexte de la crise. Donc je pense qu'il faut effectivement, et c'est tout l'enjeu de la discussion au niveau européen maintenant, penser à un instrument qui puisse fonctionner dans des régimes qui sont différenciés, c'est-à-dire à la fois dans une situation normale, où on a un flux de demandeurs d'asile qui est relativement constant, pour éviter, par exemple, les effets d'asylum shopping et tout ça qui était mentionné par Catherine, mais également qui permettent de répondre dans des situations d'urgence et de crise. Techniquement, c'est sûrement faisable. Le problème, c'est que cette crise humanitaire dont on a parlé à l'échelle européenne, elle s'est transformée en crise de confiance, voire en crise institutionnelle au sein de l'Union européenne. Les principes de solidarité sont remis en question, les plus basiques sont remis en question. Et donc, reconstruire à chaud, disons, un modèle qui répondrait à cet enjeu-là, aujourd'hui, ça semble extrêmement compliqué. Et évidemment, on ne sait pas quand la température va redescendre, mais il faudrait qu'elle redescende assez vite parce que rien ne dit que la situation de crise qu'on a connue en 2015 ne puisse pas se reproduire cette année ou dans les années à venir. Tous les éléments sont là pour qu'elle se reproduise, en tout cas. Merci beaucoup. Nous allons être obligés de libérer la salle pour la séance suivante. Je vous remercie pour la qualité de votre écoute et surtout, je remercie les trois intervenants et mes deux co-animateurs. Merci beaucoup.